Bonjour tout le monde, bienvenue sur Grandeur Nature. Juste avant de passer sur la vidéo que vous souhaitez regarder, je vais faire le tirage au sort pour les 20 000 abonnés. Quelqu'un doit gagner cette gourde filtrante. Alors, je vais lancer le tirage au sort. Voilà, c'est parti. Merci d'ailleurs pour tous vos commentaires. Voilà, donc c'est Caroline qui gagne. Je participe aussi, j'adore tes conseils, ils sont très enrichissants, merci, et j'en ai besoin pour la traversée des Pyrénées en 2021, du coup ça tombe bien, extra. Caroline, tu peux aussi me contacter sur ma page Facebook Grandeur Nature ou alors sur mon site internet fabienquelot.com. Je vais t'envoyer la gourde tout soudain. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Grandeur Nature. Pour les personnes pas habituées à la chaîne, on parle ici de trek, de matos, de randonnée. Je sais que pour la majorité d'entre vous, en tout cas nos amis français, vous êtes en confinement. Donc c'est pas vraiment le moment vraiment pour randonner. Par contre, c'est peut-être le moment pour faire un peu le point par rapport à son matériel et puis se préparer au déconfinement. Allez, soyons positifs. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon matériel hivernal, des changements que cela nécessite dans l'équipement, dans le poids aussi du contenu du sac à dos. Donc c'est pas mal de gros changements. Donc c'est assez simple. Pour être sûr d'avoir bon chaud, je prends tout ça avec moi et puis c'est bon. Il ne faut pas vous inquiéter, il y a beaucoup de matériel, c'est juste pour faire la petite différence, la bascule entre certains matériels d'été pour ensuite aller sur le matériel hiver ou disons 4 saisons. En tout premier lieu, je vais commencer par les chaussures. Donc moi j'ai l'habitude de randonner normalement, disons, en grande ligne avec des chaussures basses. Mes chaussures de prédilection sont les TX4 de la Sportiva, qui sont des chaussures en fait d'approche, qui n'ont pas d'énormes profils, mais qui sont vraiment, qui ont très bon grip, que j'aime bien, qui sont tout cuir, qui ont un pare-pierre, qui sont costauds et très stables. Je les tire loin dans la saison. Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas de la neige qui me recouvre la chaussure ou bien des pluies torrentielles prévues pour toute la semaine ou toute la journée même, je vais partir avec celle-là. Dès le moment où les précipitations se corsent, qu'il y a de la neige, de la boue, etc., moi j'ai toujours eu avant l'habitude de partir avec des bonnes grosses grolles. Ça c'est des Meindl qui sont donc tout cuir, intérieur, extérieur, 2-3 couches. Qu'il faut bien graisser, cirer plutôt, et puis qui sont relativement costauds, avec pas un énorme profilé ici, c'est pas de la haute montagne, hein, mais c'est voilà, une chaussure 3/4, donc qui protège quand même la cheville, qui empêche du coup que la neige mouillée rentre trop dans la chaussure. Chaussure à tout faire, on va dire, pour plaine, mi-montagne, mais attention avec la neige, hein. Toutes ces chaussures que je viens de vous montrer, ce ne sont pas des chaussures Gore-Tex, donc c'est vrai que je suis vraiment une personne qui n'aime pas le Gore-Tex parce que je transpire trop à l'intérieur, mais il faut laisser au Gore-Tex ce qu'il est. Ça veut dire que par rapport à l'étanchéité d'une chaussure, ça ne va pas la rendre étanche, mais ça va aider, disons, à moins prendre de l'eau rapidement. Je le garde quand même, le Gore-Tex, pour vraiment les situations difficiles. Ça, c'est les TX5 de la Sportiva. C'est vrai que ça protège, notamment quand il y a vraiment des terrains boueux, de la pluie continuelle ou de la neige fondue froide comme ça, c'est pas mal, mais ça reste du tout synthétique, tout ça. Et puis c'est pas des chaussures vraiment qui vont bien m'isoler du froid, hein. C'est un peu petit, léger. Pour vraiment les grands froids, j'ai des toutes grosses boots qui sont les Lowa Tibet, tout cuir, non Gore-Tex, c'est celles vraiment que je préfère. Elles sont vraiment grosses, hein, c'est des montantes hautes, il y a un bon grip, c'est de la grosse grolle vraiment, et puis ça me permet dedans de doubler des chaussettes, voire même de pouvoir mettre un isolant, une chaussette isolante pour faire par vapeur, et puis vraiment de pouvoir aller dans des températures beaucoup plus négatives, dans les -20, des choses comme ça, en raquettes. Mais disons que là, c'est une autre situation un peu plus extrême dont on parlera, vous verrez, par rapport aux raquettes et cet hiver. On parle chaussettes aussi. Donc normalement, en été, je randonne avec du mérino, mais plutôt fin et puis bas comme chaussettes. Et puis en hiver, je passe toujours sur du mérino, mais qui est beaucoup plus épais, avec un rembourrage complet jusqu'en haut ici, vraiment pour prendre toute la cheville, le talon, le dessus du pied, les doigts de pied, puis un grammage beaucoup plus important. Mais je reste en mérino.
Par rapport à mes choix, moi j'avais choisi Darn Tough, qui sont des chaussettes garanties à vie. S'il y a un trou, vous le renvoyez et on vous renvoie des nouvelles paires. J'ai aussi testé d'autres marques, mais disons que c'est vraiment celles qui ne me créent le moins de frottement, qui sont les plus douces, les plus résistantes. Tout mérino, c'est vraiment la classe. Moi, laine, vraiment, je jure que par ça, en été, en hiver, simplement plus ou moins fin, mais vraiment, c'est gagnant par rapport, ok, les odeurs, mais par rapport à la chaleur, régulation de la transpiration, en fait, toutes des choses comme ça, vraiment, je trouve ça bien. Par contre, j'ai eu testé des chaussettes en laine avec trop de structure, des espèces de canaux d'aération, tout un bordel, et puis ça sert à rien du tout, à part vous faire des frictions, des points de chauffe et compagnie, tandis que là, c'est de la bonne grosse chaussette à l'ancienne, et puis ça va super bien. On a parlé des extrémités en bas, on va pas passer en haut. Les gants, très important bien sûr pour les... Bon, toi, tu vas commencer à arrêter là. Voilà, voilà. Les gants, alors j'ai justement différentes versions. Ça, c'est ce que je peux prendre, pas en été, parce que moi, je ne suis pas très frileux des mains, mais plutôt en automne, des choses comme ça. Là, je vais mettre des petits gants, c'est des React. J'avais fait une revue sur ces gants, ils sont assez cool, assez fins. Il y a un petit peu de tissu ici, coupe-vent, c'est pas imperméable, hein, c'est de la foutaise. Ça, après 2-3 gouttes, ça commence à pomper, même si vous mettez des produits et tout. Ils sont pas là vraiment pour être totalement étanches, c'est pas ça, c'est juste une petite protection voilà, très légère, hein, on est dans l'ultra léger. S'il fait un peu plus froid, ben, moi j'ai aussi des gants tout cons, tout simples, qui sont en fait, ça c'est des gants de jardinage, mais en cuir, assez fins, et puis c'est des gants de jardinage d'hiver, donc dedans ils ont un feutre comme ça, hein, qui tient chaud, qui est synthétique à l'intérieur. Et puis c'est des gants qui sont pas si mal parce que en fait moi je les cire, je les graisse et puis du coup ils sont vraiment bien imperméables. Alors du coup on peut aussi transpirer un peu dedans parce que en fermant avec de la graisse et de la cire ça va obstruer les pores du cuir, donc ils sont moins respirants. Mais disons ils tiennent bien chaud justement parce qu'ils sont coupe-vent et puis ils résistent bien à l'eau. Puis s'ils sont un peu mouillés, au moins on est dedans un peu au chaud avec de la mousse, donc c'est pas mal. Ça, c'est pour vous montrer que c'est quelque chose qui coûtait 6 € en grand jardinage. Pour les, c'était au Landy que j'ai trouvé ça. Et puis, c'est assez rigolo parce que ça montre aussi que pour des coûts vraiment raisonnables, on arrive à se dégoter des choses qui vont super bien. Simplement, il faut les entretenir parce que c'est du cuir. Il faut cirer et graisser ce gant-là pour qu'il prenne moins l'eau. Juste un petit truc, moi, avec un coton comme ça, je fais moi-même mes cires pour les souliers, le cuir, les carquois, tout ce qui est sellerie, sac, etc. Parce que j'avais travaillé le cuir. Si ça intéresse quelqu'un, une fois, on peut faire une vidéo sur comment faire soi-même sa cire rustique, hein, à base de 100% cire d'abeille. Il y a un tout petit peu, 1 ou 2 gouttes de térébenthine et puis de l'huile de lin, tout petit peu, et d'huile d'olive aussi pour faire un petit mélange. Donc c'est une recette qu'il faut faire. C'est relativement simple, et mais c'est assez rustique, hein, c'est pas de la crème blablabla, mais ça va super bien pour les chaussures, et puis ça coûte rien du tout, puis c'est naturel, j'adore cette odeur. Bref, voilà, je m'écarte un petit peu, mais il y a possibilité de faire soi-même des choses. Et puis, quand il fait un peu plus froid, j'ai ceux-là, moi, c'est des gants quand même, donc c'est des Actérix, ceux-là, c'est des gants à doigts, donc les gants à doigts, c'est pas l'idéal, hein. Pardon. Les gants à doigts, c'est pas l'idéal quand on a vraiment des très grands froids. À ce moment-là, on va privilégier des mitaines, donc avec tous les doigts réunis. Maintenant, il y a différents styles, il y en a aussi où tu as les 2 doigts ici pris, et puis 3 doigts, ou 3 doigts pris et puis 2 doigts préhensibles. Mais il y a différents modèles. Disons que ceux-là, ces Actérix sont déjà pas mal. Ça, c'est des gants qui sont prévus pour les cascades de glace. Donc, ils sont renforcés ici au niveau des pouces parce que pour le piolet, hein, pour vraiment être bien protégé. Cuir à l'intérieur, au bout des doigts. Là, on est dans du Gore-Tex, et puis c'est des gants assez chauds qui vont tenir jusqu'à allez, on va dire un -5, -10. Mais si vous êtes tout à coup mouillé et que vous descendez un peu plus bas, les mitaines sont beaucoup mieux. En plus, avec les mitaines, si vraiment on a des très grands froids,
moins 30, moins 40, on a la possibilité justement de faire des pare-vapeurs dans les très 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 froids. C'est des énormes moufles et puis on met encore un liner, une couche à l'intérieur qui va empêcher, disons, le froid de rentrer. On n'en est pas là. Disons, c'est déjà, là on peut déjà aller pas mal hein, dans des bonnes grosses températures froides hivernales. Avec toujours les couvre-chefs, donc en été, bon ben voilà, on est casquette, chapeau, etc. Les bœufs qui peuvent faire des petits bonnets. Moi j'ai ensuite un bonnet mérino un peu plus costaud qui vient m'aider, par-dessus lequel je peux de temps en temps mettre la casquette aussi, hein, c'est possible. Et puis après, ben, on a des choses plus costauds avec des cagoules qui peuvent être en mérino, complètement vraiment englobantes avec seulement les yeux qui sortent. Moi, la cagoule, je le fais un espèce de compromis pour le moment avec mes polaires qui ont un capuchon fermé, plus le bœuf, je peux un peu là, plus un bonnet, ça fait déjà pas mal. Et puis, dans des situations un peu plus difficiles, ben, j'ai cette cagoule, celle-là c'est de chez Zipax, mais vous en trouvez aussi ailleurs, il n'y a pas de problème, en duvet, qui se croche vraiment, qui se met dessous. Donc là, c'est vraiment super chaud. Hein. C'est du duvet que je peux utiliser ben, soit dans les températures très froides en kilt, par exemple, comme pour remplacer le capuchon qui est absent sur le kilt, ou alors ben, en marche, d'avoir quelque chose. Puis c'est vraiment compressible, hein. C'est du vrai duvet 850 Q1, et puis on a quelque chose de tout petit, super léger, mais qui fait vraiment énormément de chaleur. Et puis surtout, ce qui est bien, c'est qu'elle descend très bas, donc ça veut dire que le col de la veste va venir enfermer ici la cagoule, et puis elle descend bien ici sur le devant, hein, c'est assez important. Donc ça, c'est aussi quelque chose, vous pouvez avoir des cagoules, vous pouvez vous en tricoter en laine, enfin je veux dire, il y a plein de moyens et de choses que vous pouvez trouver pour vous équiper sans trop s'alourdir. Quelque chose qui marche bien, hein, ça prend tout, le cou, la nuque, la tête, donc c'est extrêmement important de bien se protéger. Ensuite, par rapport, on retourne en bas, hein, désolé, c'est un petit peu dans tous les sens, mais il y avait tellement de choses, donc les guêtres, en été, moi je mets des guêtres, parce que j'ai des chaussures basses, donc j'aimerais pas que les cailloux rentrent dedans, donc je mets des petites guêtres en élastique, là, comme ça. Maintenant, ça c'est des guêtres un petit peu plus costauds, c'est les Flex-Tex numéro 2 de chez Outdoor Research. Ça c'est des guêtres que je mets plutôt dans les premières neiges, quand je suis encore parfois avec des chaussures basses pour un petit peu de souplesse. Ça permet de juste protéger et puis venir empêcher que les premières neiges pas trop collantes rentrent dans la chaussure. Ça se met aussi sur des mi-montantes, parce que là, si la neige est un peu plus haut, vous allez quand même avoir quelque chose qui va rentrer. Donc ça permet de faire la jonction entre le pantalon et la chaussure pour pas que le pantalon soit retroussé, puisque la guêtre, elle passe sous la chaussure, donc elle va tenir, elle va résister, et puis d'avoir un goulet d'étranglement ici plus haut sur le pantalon. Après, ben voilà, là j'ai des Berghaus, des guêtres plus hautes en Gore-Tex. Là, c'est vraiment quand on est, par exemple, en raquette ou bien en randonnée, mais dans justement tout ce qui est automne-hiver, quand vous allez dans les buissons, là, ça se croche déjà, puis on a les pantalons, puis tout est trempe, puis ça, c'est très désagréable. Donc, du coup, là, c'est des bonnes grosses guêtres que vous pouvez mettre donc, sans enlever les souliers, hein, pas de problème, et qui sont en Gore-Tex. C'est quelque chose de plus costaud, de nouveau avec un peu des armatures ici pour résister un peu aux éventuels crampons. Maintenant, c'est Gore-Tex, mais c'est toujours un peu la même chose. Ces trucs de Gore-Tex, ok, ça va à un moment résister à l'eau parce que c'est traité avec du déperlant sur l'extérieur, et puis il y a une couche de Gore-Tex, d'accord, mais vous n'allez pas non plus arriver à ne pas transpirer à l'intérieur, hein. Vous serrez le pantalon et tout ça, plus ça. Ensuite, dès le moment où ici, avec les frottements dans les buissons et tout, ça va être mouillé, le tissu extérieur, ça va empêcher la vapeur d'eau de sortir à travers le Gore-Tex. Et puis si vous marchez fort, ben, vous allez à un moment donné être mouillé dessous. Faut pas rêver, tous ces trucs, voilà. Mais par contre, ça protège bien quand même des ronces quand vous êtes dans des terrains un peu compliqués. Et puis, tout ce qui est la neige et compagnie, elle va pouvoir plus facilement glisser. Donc, c'est quand même une bonne protection. C'est assez intéressant. Suivant les terrains, hein, bien sûr.
Maintenant, première couche, donc les longs caleçons, on va dire comme ça, je troque tout ça, tout ce qui est synthétique contre du mérino. Là, on a les Icebreaker Bodyfit 200, donc c'est du 200 grammes mètre carré, c'est déjà assez chaud. En général, moi, j'ai pas besoin de plus que ça si je suis bien équipé en dessus. C'est déjà pas mal, hein. Mais ça va pas forcément pour du moins 20 ou en dessous. Disons du moins 10 mouillé, ça va être compliqué aussi. Attention, parce que tous ces changements que vous allez faire là, c'est aussi assez important de comprendre que si vous avez besoin de votre caleçon long pour randonner la journée parce qu'il fait froid, vous allez devoir aussi en avoir un deuxième pour la nuit, qui soit sec, parce que si vous mouillez tout votre matériel, vous allez passer une mauvaise nuit. Première couche en haut, donc de nouveau, je troque les petits t-shirts légers ou les petites chemises d'été en mérino ou en synthétique pour quelque chose de plus costaud. Donc je vais dans des manches longues, comme ça, t-shirt manches longues, avec ou sans col roulé, avec ou sans zip ici pour aérer, entre 200 et par exemple ici on a du 260, c'est toujours le Bodyfit de chez Icebreaker parce que c'est vraiment, je trouve, celui qui résiste bien. L'avantage de la laine, c'est qu'elle vous garde plus au chaud même si elle est mouillée. Laine, 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 hein. Surtout pas le coton, prenez pas des choses en coton parce que ça sèche jamais et puis vous allez vous prendre froid. Donc soit synthétique, soit laine. Et le synthétique va aussi, mais un peu plus frais, même s'il sèche rapidement. Maintenant, tout ce qui est des polaires, donc de nouveau une évolution. Ça, c'est la petite polaire que je prends en été, hein, qui fait 150 grammes là. Ça, c'est loin, c'est terminé. Donc du coup, je passe sur des choses un peu plus costauds. Ça veut dire des tissus plus lourds, donc ça veut dire plus de poids dans le sac à dos, si vous avez des rechanges et compagnie. En général, la polaire, quand on est dans un automne-hiver, on va la porter quasiment tout le temps. De nouveau, prenez des choses qui sèchent assez bien pour être sûr que tout ne soit pas trempe à l'arrivée au bivouac. Ici, c'est la R1 Hoodie de chez Patagonia, donc c'est une très bonne polaire de mi-saison, on va dire. Ça va pour l'automne, c'est pas pour des gros froids. Elle est en structure carrée comme ça à l'intérieur. Voilà, je vais pas faire des revues, mais c'est juste pour montrer un petit peu le matériel qu'on peut avoir. Donc manche longue, un zip 3/4, un chapeau, une cagoule, voilà. Et puis on peut remonter assez haut comme ça. Donc elle protège bien, c'est synthétique. J'en ai une autre, beaucoup plus vieille celle-là et plus usée, mais qui est vraiment super chouette. C'est la Mammut Aconcagua Pro avec le chapeau. Ça, c'est une polaire assez costaud, elle tient bien, elle a plus des années. Je lui ai fait voir de toutes les couleurs. Ensuite, il y a la R3 Hoodie, toujours de chez Patagonia. Ça, c'est plus costaud. C'est vraiment avec des longs poils, hein, donc c'est une autre qualité. C'est déjà beaucoup plus chaud. Elle, je peux dire que c'est une polaire hivernale, hein, un peu ces tissus, style les vestes Helly Hansen de bûcheron bleu que j'ai toujours eu dans mon apprentissage et tout. Donc c'est plus costaud. J'ai fait des revues, hein, de toutes ces polaires et tout ça. Donc vous allez trouver, si ce n'est pas sur les liens qui s'affichent en haut, ce sera dans la description en bas. Puis en hiver, ben voilà, il y en a besoin d'un peu plus, hein. Donc on a toujours une couche, première couche. Ça c'est déjà une deuxième couche qui peut être en plus avec une troisième, donc la doudoune, et puis une quatrième éventuellement qui est le coupe-vent par pluie et compagnie, la coquille comme on dit. Donc les polaires, élément très important parce que très respirant, c'est disons celui que vous allez utiliser quasiment le plus quand vous êtes dans l'action, hein. Ça, avec un petit coupe-vent par-dessus, vous pouvez déjà aller dans des grands froids si vous êtes en plein travail. Maintenant, pour toujours vous montrer qu'il n'y a pas forcément besoin d'acheter du Patagonia, des polaires à 250 balles ou je ne sais pas combien, ça, c'est un pull col roulé en mérino. Assez fin, de nouveau pour les Suisses, je l'ai trouvé chez Lindy, donc c'est vraiment un Lindy pour les Français, c'est le Super U des agriculteurs. On trouve autant les anneaux pour les nez de bœuf, la graisse à traire que la fourche et puis du fil de fer barbelé, que des habits et des bottes pour aller faire votre poulailler et compagnie, et 2-3 habits comme ça. Je tombe là-dessus, 39 francs.
100% mérino, manches longues, col roulé, tip top. Assez fin, hein, c'est pas du gros, je dirais, ça doit être du 300 grammes mètre carré, quelque chose comme ça. Donc ça reste quand même assez chaud, nickel, tip top. Moins de 40 francs, moins de 40 euros en tout cas. Je suis tombé là-dessus, j'ai pris direct, ça, discute pas. C'est à l'ancienne, c'est bien fait, c'est solide, c'est pas technique si on veut, mais c'est de la laine, mérino. Puis ça m'a aussi fait réfléchir en me disant, tiens, ça veut dire que c'est possible de faire de la laine mérino sans forcément la vendre à 190 francs, le petit machin, 150 grammes mètre carré, quoi. Et après, par contre, le traçage éthique, ça, je sais pas. Je sais pas. Et puis, ben, dans les grosses polaires, puis les choses de deuxième couche, on va dire, hein, après votre première couche qui peut être en mérino, ben, c'est le bon vieux gros pull en laine tricoté. Ça, c'est un pull britannique. Donc c'est vraiment de la laine, ça c'est pas très agréable, hein, c'est de la laine qui pique, mais moi je l'ai depuis des années ce truc, il tient, c'est indestructible, ça fait coussin, ça fait pad pour s'asseoir quand vous faites une pause, c'est costaud, c'est vraiment, voilà, c'est génial. C'est super chaud, puis en même temps c'est super respirant. C'est ça qui est très intéressant avec ces laines de grosses mailles tricotées comme ça. C'est vraiment très agréable. Et puis étonnant. Donc de nouveau, alors ça par contre ça coûte un peu plus cher. À un moment c'est du tricot en grosse laine. Mais voilà, c'est des choses que vous pouvez trouver des fois dans l'armoire de grand-papa, ce genre-là, en laine. Par exemple que ce soit du mérino, vous prenez de la laine, puis voilà. Mérino, c'est cool, c'est chouette, c'est quelque chose de nouveau, c'est tout doux, voilà. Mais moi, toute mon enfance, toute mon adolescence et avant, je randonnais au Népal avec des machins en laine, mais ouais, ça grattait. Mais ça gratte un coup, machin, après tu t'y fais, puis tu t'endurcis un peu aussi. Donc voilà, il y a plein de possibilités.